Je suis pilote professionnel depuis l'année dernière. Chaque jour, je faisais 2 vols, donc vraiment, j'ai un peu charbonné la fin du PPL. Je spoil un peu. Hors caméra, Willem m'a donné plein d'astuces. Et je pense qu'il va vous donner toutes les astuces. C'est là que les astuces commencent, donc écoutez bien. Comment t'as financé ces heures de vol pendant toute la formation? Donc le premier, c'est celui qui fait débat tout le temps. Airbus ou Boeing? Alors, il y a un débat là-dessus. Hein. Multi, pourquoi? Et je crois que je sais déjà. Si le moteur lâche, t'as l'autre moteur. Ça, c'est vraiment la hantise, je pense, de tout pilote qui vole dans la Caraïbe. Mais c'est incroyable. Et il y a du courant. Quel conseil tu donnerais aux plus jeunes qui veulent se lancer? Je lui ai dit, je veux être pilote. Et la personne m'a dit, je te trouve très prétentieux pour vouloir être pilote. Et en fait, j'ai gardé ça et ça a été mon carburant en fait. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bordel. Bienvenue à bord de ce podcast qui ne manque pas d'air, où nous parlons d'aviation sans pression. Attachez bien vos ceintures, nous allons décoller. Ok. Bon, en tout cas, bienvenue Willem. Merci. Willem qui est passionné d'aviation, pilote professionnel, donc il va nous raconter tout son parcours. En tout cas, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast. Moi, c'est Alpha Guada. Toi, tu viens de la Martinique. Donc Willem, enchanté. Donc, c'est les dom-toms qui sont réunis. Je te laisse te présenter, Willem, brièvement, me dire un peu ton parcours dans l'aéronautique. Et après, on va rentrer vraiment en détail dans tout ce que tu as fait depuis le début. Ok, ça marche. Bonjour à tous. Moi, c'est Willem. J'ai 25 ans. Je viens de la Martinique, comme Alpha Guada vous l'a dit. Je suis pilote professionnel depuis l'année dernière, donc là je suis en pleine phase de recherche d'emploi au sein des compagnies et voilà. Ok, ça se passe bien globalement? Oui, globalement ça va. C'est un peu dur, je ne vais pas vous le cacher, mais on se bat, on s'est battu pendant toute la formation, on n'a pas le droit d'abandonner maintenant. Bien sûr. Déjà félicitations. Merci. Félicitations d'être devenu pilote. Je pense que c'est le rêve de pas mal d'entre nous, le mien également, de pas mal de personnes qui nous regardent, donc déjà félicitations. Je commence toujours par ça. Si tu as une anecdote dans l'aéronautique à nous raconter, voilà, un vol que toi tu étais commandant ou copilote derrière, passager, qu'importe une anecdote, qu'est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui? Une anecdote, ce sera plutôt un peu de la prévention. Okay. C'était lors de mon tout premier lâcher solo. Okay. Donc je prépare mon vol et tout. Et avant de partir, je rencontre un élève pilote à l'époque de l'aéroclub qui me dit, j'ai une question. Si j'arrive par le nord, donc c'était en Martinique, si j'arrive par le nord et que j'ai une panne radio, je fais comment? Je connaissais la procédure à peu près par le sud et tout. Et je lui dis, par le nord, je sais pas, faudrait peut-être vérifier et tout. Et du coup, je pars en vol et je me dis, après, la probabilité, elle est faible que ça arrive et tout, etc. Donc, je suis parti en vol, j'ai pas ôté ce petit doute-là, en fait. Et comme par hasard, de retour de nav, petit souci radio et je me suis dit, là, je suis parti en vol sans ôter le doute et voilà que je me retrouve dans la situation que je voulais pas. Et au final, ça s'est bien passé. J'ai réussi à me poser, un peu dépatouiller tout ça. J'ai retrouvé la radio après, mais ça m'a vraiment rendu compte que la préparation du vol, c'est quelque chose qu'on ne néglige pas. Ok, donc si je comprends bien, premier vol solo, c'était ton lâcher? Non, première nav solo. Ouais. C'était quoi la nav? C'était une nav, je partais de Fort-de-France en Martinique. Je suis monté à Marie-Galante. Ensuite, j'ai fait un atterrissage au Réseil, je rentrais en Martinique. Donc le dernier segment, ouais. Ah, donc c'est la dernière nav plutôt? C'était la première nav solo, le dernier segment. Donc première nav solo, mais c'est au niveau du dernier segment, du coup, tu as eu la panne radio. Donc comment t'as réagi au final? Du coup, en fait, pour un peu expliquer ce qui s'est passé, j'étais en contact avec l'approche de Martinique. Ils me disent contactez la tour. Et en fait, au moment où j'appuie sur le bouton de la com pour switcher les fréquences, parce qu'en fait, pour ceux qui ne sont pas pilotes, qui nous écoutent, quand vous changez de fréquence, vous avez 2 fréquences, une fréquence qui est active, une fréquence qui est en stand-by, et vous ne pouvez changer que la fréquence en stand-by, et ensuite vous permutez les 2 fréquences, donc la fréquence stand-by devient active. Et en fait, quand j'appuie sur le bouton,
l'avion il prend une turbulence. Et en fait, mon doigt appuie sur le bouton de la boîte de mélange qui désactive l'écoute. Ok. Et donc du coup, je commence à contacter, Martinique Tour, Fox machin truc, etc. Pas de réponse, 1 fois, 2 fois, 3 fois, je me dis ok, je me mets à faire des 360, j'essaie de trouver, mais après j'ai pas beaucoup d'expérience non plus sur la boîte de mélange et tout. Donc je me dis qu'est-ce qui se passe et tout, je me mets à faire des 360, je vois que je trouve toujours pas, donc j'affiche le transpondeur de panne radio, c'est un code qui permet de dire au contrôleur qu'on est en panne radio, et de chance, j'avais une couverture réseau, donc j'envoie un message à mon instru puisque j'étais en solo supervisé. Je lui dis, j'ai plus de radio. Il me dit, ok, 7600, tu te poses. Donc je sors de mes 360, je commence mon approche et peut-être à 400 pieds sol, donc à vraiment peut-être 30 secondes du toucher des roues, je me rends compte que le bouton est désactivé, je l'enfonce et là je retrouve ma radio et le vol c'est fini comme ça. Ok. Donc t'étais pas si loin que ça de non, la piste. Non, j'étais sur les hauteurs de Martinique. Pour ceux qui connaissent, j'étais aux alentours de Shellcher. Ok, waouh, ok. Oh, ça m'est pas encore arrivé. Il y a des trucs qui me sont arrivés en vol. La porte qui s'ouvre, tu sais, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, la porte qui s'ouvre. La porte mal fermée, ça m'est arrivé, ouais. J'ai eu 2-3 galères en vol aussi. Enfin, il y a un vol où je me suis retrouvé en panne de batterie, enfin, panne électrique totale sur l'avion. Donc, l'alternateur, c'est l'alternateur qui marchait plus. Non, la batterie carrément qui a lâché. Ah ouais, la batterie, ça arrive pas normalement, ça. Bah, tout ce qui n'arrive pas arrive un jour dans l'aviation. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, on nous apprend beaucoup le facteur humain, que ce soit au PPL et je pense à la TPL encore plus. La TPL théorique, bon, tu pourras en parler un peu plus tard, mais on nous apprend beaucoup les facteurs humains, il ne faut pas négliger, c'est super important et ça permet déjà de prévenir le risque, justement la prévention du risque c'est très important, c'est la raison pour laquelle oui il y a des pilotes automatiques mais il y a quand même des pilotes dans l'avion, voilà, derrière qui contrôlent ce que font les pilotes auto, voilà c'est ça, prévention du risque, toujours se reformer, former parce que moi ça faisait 2-3 ans que j'avais pas volé, honnêtement le code transpondeur panne radio s'il y a un hijacking, s'il y a détournement ou l'autre c'est urgence, bah tu les oublies. Au bout de 2-3 ans sans voler, tu les oublies. Et heureusement, moi j'ai toujours le truc où il faut se former. Donc avant de recommencer à voler, je me suis pris le bouquin, je me suis tué là-dessus. Et je me suis dit, bah, en fait, si t'es trop confiant, si t'as trop confiance en toi, tu peux facilement en fait ne pas aller rechecker l'information et quand t'es en vol tu te dis putain mais je dois faire quoi, donc premier conseil du coup de préparer, ne pas négliger la préparation. Voilà c'est ça. Non super. Cette passion de l'aéronautique du coup t'as commencé ton PPL à quel âge? J'ai commencé mon PPL, je devais avoir certainement 20 ans. Ok. Ouais, 3 ans après mon bac, sur la 3e année après mon bac. C'est là que je suis allé à l'aéroclub et j'ai pris mes premières heures, mes premières leçons de vol. T'as fait ton BIA avant ou pas? Ouais, j'ai passé mon BIA, j'étais en seconde. Donc j'avais 15-16 ans. Et après, je suis pas remonté dans un avion, sauf de temps en temps quand j'avais des amis pilotes qui partent en vol, je grattais des backseats avec eux et tout. Mais sinon, à piloter moi-même, non, j'ai pas retouché pendant 5 ans. Cette première expérience de l'aéronautique que tu as eue via ce BIA, comment tu l'as vécu? Pourquoi tu as décidé de le passer? Et qu'est-ce que tu en as tiré au final? Quelle conclusion tu en as tiré? Mais en fait, alors, je n'étais pas au courant que ça existait. Ce sont mes parents qui un peu se sont renseignés sur ça et qui m'en ont parlé. Est-ce que ça te dirait et tout? Moi, grand passionné d'avion, bien sûr que ça me dit. Donc, je me souviens, pendant une année, tous les samedis, je descendais à l'aéroclub, j'allais suivre les cours et tout. Vraiment, c'est une année que j'ai aimé. Quand le lundi arrivait, j'attendais mon samedi après-midi comme un impatient. Et au niveau de... Est-ce que ça m'a servi? Oui. Parce que en parallèle, peut-être un an avant, je me suis doté de Flight Simulator, j'ai commencé à faire 2-3 vols dessus, mais en fait tu voles mais tu ne connais pas vraiment, et le BIA ça dégrossit un peu pas mal certaines notions, et ça m'a permis de en gros m'améliorer quand je faisais mes vols juste pour le plaisir sur simulateur, mais tu commences à comprendre un peu, ça sert à ça, ça sert à ça, il faut faire ça comme ça, pourquoi, etc. Et par la suite, ça te sert dans ta formation PPL et plus tard ta formation professionnelle. Je pense que tu conseilles du coup à tout le monde de passer le BIA.
Oui, si vous voulez, franchement, même s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui sont au collège, lycée, vraiment, enfin, c'est une première expérience. C'est pas un investissement qui est très onéreux par rapport à un PPL, donc ça permet de voir ou pas est-ce que ça va vous intéresser, etc. Ouais, c'est vrai, je le dis souvent. Le BA, c'est vraiment une première approche. En plus, c'est couplé aussi à l'école, Ouais. tout ce qui est maths, physique, histoire. Et c'est cool d'avoir mis de l'histoire, je trouve, parce qu'au début on se plaignait. Moi perso, c'est la matière que j'aimais le moins au Oui, BIA. ouais, au BIA. Voilà, tout le monde, je pense. Mais avec du recul, c'est vraiment, je trouve, super intéressant quand tu veux tenir une conversation, quand quelqu'un va toujours te dire ah mais du coup comment ça a apparu les avions, là tu peux tenir la conversation. Ouais, voilà. Et même en termes de passion, de voir l'évolution, c'est quand même assez récent l'aéronautique, en tout cas l'aviation motorisée, c'est quand même assez récent. Et donc sur un spectre de 100 ans, connaître les grandes dates, etc. Je trouve que c'est quand même très intéressant et ça comprend d'où on part pour savoir où on va. Ouais, exactement. Et ça c'est super intéressant. Donc BIA en seconde, je pense que tu étais passionné avant. Est-ce que tu sais comment cette passion t'est venue? Alors, oui et non, je dirais. Depuis petit, je savais que... Enfin, quand mon entre guillemets, projet professionnel s'est dessiné, je savais que je voulais transporter des gens. Ouais, ou ok, des ok. marchandises. Enfin, je voulais travailler dans le transport. Ok. Maintenant, je ne voulais pas forcément faire chauffeur routier ou chauffeur de bus, qui sont des professions que je respecte quand même vraiment. Je savais que je voulais soit travailler avec les avions, soit travailler avec les bateaux, soit travailler avec les trains. Ouais. Maintenant, j'ai grandi aux Antilles, donc mon premier voyage, ça a été en avion, et je pense que c'est comme ça que j'ai été piqué par le virus de l'aviation. Ouais. Ben, je sais pas si c'est dans le premier ou deuxième épisode que j'en parlais. Ben, quand on est ultramarin, nous, la passion de l'aviation vient souvent du fait d'avoir fait des allers-retours quand on va à Paris et qu'on revient après, hop, on prend l'avion dès jeune. Et je pense que ça vient comme ça parce que pour ma part, en tout cas, j'ai personne dans l'aéronautique dans ma famille. Je sais pas si c'est le cas pour toi. Non, Si je suis vraiment, enfin, à ma connaissance, je suis vraiment le premier qui soit aussi passionné, qui a fait... Qui a continué dedans, ouais. Ouais, voilà. Ok. Donc ça montre vraiment que peut-être qu'il y a quelque chose... Et puis en Guadeloupe et en Martinique, je pense que c'est pareil. On va dire l'île, elle est petite, donc on voit souvent les avions. Oui. Qu'importe où tu habites sur l'île un peu, tu les vois passer au loin. Donc on a appris peut-être un peu cette culture de les regarder dans le ciel des tout petits. Donc c'est cool. Donc BIA en seconde, PPL 2-3 ans après ton bac. Vraiment cool. Qu'est-ce que tu as fait après ton bac? C'est quoi ton projet professionnel? Pourquoi tu as attendu au final pour faire ton PPL? Alors en fait, du coup très tôt j'ai su que je voulais devenir pilote. Après mon bac, du coup, je me suis dirigé vers une prépa scientifique. Je me suis dit, on va quand même tenter l'ENAC, même si je sais que c'est très sélectif. L'ENAC, pour te donner une idée, c'est 1500 candidats, 15 places quand t'es ab initio, on va dire, donc sans expérience aéro. Donc je me suis dit, quand même, je tente, même si j'ai pas beaucoup de chance. Je suis quand même assez réaliste, mais je préfère savoir que j'ai tenté et que c'est pas passé plutôt que de me lever tous les matins en me disant et si j'avais tenté, si. C'est mieux les regrets que les remords, comme on dit. Voilà. Donc j'ai fait 2 ans de prépa. Je me suis dit au pire, je fais ingénieur et ça me donne un backup, et après je poursuis dans l'aéro. Et au mieux, je réussis l'ENAC et je suis dans ma formation. Du coup, j'ai fait 2 ans de prépa scientifique. Malheureusement, ça s'est un peu mal passé, surtout au niveau de la 2e année, que j'ai pas validé. Du coup, je me suis réorienté en licence. Et c'est pendant la licence, je me suis dit, ok, là, c'est peut-être un signe, il faut que je commence dans l'aéro. Donc, je suis rentré en licence. En parallèle, j'ai passé mon PPL. Et après, j'ai poursuivi ATPL théorique, mûrissement, CPL, IRME, MCC, tous les autres. Okay. C'est bizarre quand même, parce qu'on a le même âge, toi et moi, et on s'est pas connus avant. Je sais pas, même via nos réseaux, parce que moi, je faisais beaucoup de contenu des tout petits, des 13-14 ans. Tu faisais de la simulation, tu étais sur Ivao? Ouais, j'étais sur Ivao. Peut-être qu'on s'est croisés sur Ivao. Benjamin, ça te dit rien? De mémoire, ça me dit rien. Ouais, parce que je faisais la tour en Guadeloupe, l'approche, enfin... Ouais, j'ai plus de 4-5 000 heures de vol sur Ivao, enfin, je le pensais le jeu. Donc j'y pensais tout de suite là. C'est bizarre qu'on soit pas connu parce que je connaissais pas mal de personnes en Martinique qui volaient, ou en Guadeloupe. Enfin, la communauté au final elle est grande, mais on se connaît tous un petit peu. Donc voilà. Donc PPL pendant ton année de licence en maths, combien d'heures de vol à peu près? Comment ça s'est passé globalement ta formation? J'ai essayé de gratter où j'ai pu, parce que je sais que ça coûte
quand même super cher. Mes parents, même s'ils étaient là pour me supporter, m'aider financièrement et tout, mais je voulais dépenser vraiment le moins d'argent dans la formation. Ouais. Donc j'ai tout fait pour passer mon PL avec le strict minimum. Ouais, Le minimum c'est 45 heures. Je crois que j'ai été présenté à l'examen, j'avais 45 heures de vol, 11 minutes. Ouais, Donc ouais. vraiment le strict minimum. J'ai été quand même pas mal bloqué pendant le Covid puisque j'ai passé mon PPL, j'ai commencé à prendre les cours en septembre 2019, mars 2020 confinement, donc j'ai fait 2 mois sans voler. Après quand j'ai pris la décision de rentrer en ATPL théorique, c'était entre guillemets subordonné à l'obtention du PPL, pardon. Donc j'avais un peu une deadline. Donc à la fin du confinement, j'ai enchaîné, je voulais 3 jours dans la semaine. Chaque jour, je faisais 2 vols. Donc vraiment, j'ai un peu charbonné la fin du PPL. Donc en juillet 2020, du coup, c'est bon, j'ai mon PPL. En septembre 2020, je m'envole pour Paris. Je commence la TPL en octobre 2020. Encore une fois, là, le confinement m'a plutôt aidé à rester à la maison. Il n'y a pas de centres commerciaux. C'était la période où même les centres commerciaux de plus de je sais plus combien de mètres carrés étaient fermés et tout. Donc, tu n'avais rien à faire. C'était tu restes, tu bosses. Et ça m'a bien aidé. Finalement, j'ai passé la TPL théorique en 9 mois. C'est l'objectif que je m'étais donné. Donc, je suis rentré ensuite aux Antilles, profiter un peu des vacances et tout. Quand je suis reparti, là, j'ai pris un peu plus de temps pour faire mon mûrissement et tout. Je l'ai fait en quasi 1 an. Et ensuite, en novembre du coup 2022, je suis rentré en formation CPL IRME. Ok, super intéressant. Revenons vite fait sur la période ATPL. Pourquoi tu as fait le choix de faire une formation plutôt en modulaire que plutôt en intégré ? Alors, j'avais un peu peur de l'intégrer parce que c'est quand même une sacrée somme que tu mets dans une école, etc. Donc, je voulais un peu mettre de l'eau sous la quille, comme dit un de mes instructeurs de vol. Et ça coûte un peu moins cher aussi. Et du coup, tu peux la moduler comme tu veux. Si tu as les finances pour faire ce bloc-là, tu le fais. Si tu n'as pas les finances, tu peux travailler à côté, refaire un peu de sous pour investir dans la formation, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le modulaire. Alors, je spoil un peu. Hors caméra, Willem m'a donné plein d'astuces et je pense qu'il va vous donner toutes les astuces pour vraiment pouvoir réduire le coût, moduler. Enfin, prenez votre temps dans votre formation de pilote. C'est incroyable. Là, on y va petit à petit, mais en tout cas, il y a eu trop de trucs et même moi, je vais les appliquer pour vous dire, c'était incroyable. Du coup, ATPL théorique, donc tu as préféré le modulaire que l'intégré pour pouvoir séquencer ta formation comme tu le voulais. Mais pourquoi du coup tu as voulu aller à Paris pour faire la TPL du coup sur site plutôt que à distance ? Alors, je suis quelqu'un, j'aime avoir un cadre de travail. Ça veut dire que quand je suis chez moi, c'est le divertissement et tout. Par contre, s'il faut travailler, j'aime aller à l'école, au bureau, etc. pour travailler. Donc, je voulais vraiment ce cadre-là, même si je savais que là, pour l'ATPL théorique sur site, c'est un investissement en plus que si je le faisais à distance, puisque à distance, j'aurais très bien pu rester chez mes parents et puis bosser, ne pas avoir de loyer à payer et tout. Mais là, je voulais vraiment avoir mon cadre de travail, etc. Donc, je me suis dit non, je me connais. Si je le fais à distance, au début, tout beau, tout nouveau, tu travailles, et dès que tu as des amis qui te disent ouais, tu fais quoi ? Allez, on sort, etc. Non, je savais que ça allait me conduire à ma perte. Donc, je me suis dit non, sur site. Surtout dans son environnement naturel où on a grandi, on connaît plein de gens. Et puis la distraction, elle est facile. La plage, le beau temps. Ici, quand il fait gris, on a envie de rester. T'as envie de rester chez toi et tout. Donc voilà, mais là-bas, il fait beau 365 jours par an. C'est ça. Donc, Ouais. D'accord, donc t'es parti à Paris. T'as fait quelle école du coup pour la théorie ? Alors pour la théorie, j'étais à l'Institut Mermoz, qui est maintenant Mermoz Academy. Je l'ai fait à Rungis. Donc pendant 9 mois, tous les matins, je me le réveillais, sauf pendant qu'on était confinés, puisqu'on a subi le 2e confinement en ATPL. Donc là, c'était en visio. Même là, j'en souffrais, puisque malgré le fait que j'étais sur site, je restais quand même chez moi. J'avais pas mon cadre habituel. Donc on a fait 3 mois en visio. Ça a été 3 mois compliqués, mais sinon tous les matins je me levais, j'allais à Rungis pour mes journées. Je crois que j'ai fait ma 5e année en visio, ma 5e année d'école d'ingé, et c'était le calvaire.
Les présentations en visio, tout en visio, c'était horrible. Bon, après, je suis pas quelqu'un qui aime le site non plus, mais un mix des deux, ça aurait été vraiment parfait. Ok, donc ATPL théorique en poche, tu repars en Martinique, tu me dis. Pourquoi t'as pas fait ton mûrissement en Martinique, tout simplement? Alors, en fait, déjà en Martinique, les heures de vol par rapport à ici, ça coûte super cher. C'est plus cher Ouais, beaucoup plus que cher. l'Île-de-France, hein, ADP. Ouais, Ah bon? l'Île-de-France ou même la France métropolitaine en De manière général. globale, ouais. Ouais, c'est super cher. Donc, faire une heure à un prix un peu plus élevé, Ok. une ouais, fois, ok, ouais. mais quand t'as 100 heures à faire, Ok. si- C'est quoi la différence à peu près de tarif sur un avion Cessna 132 Cessna 172 en Ile-de-France, du temps que je voulais, avant l'inflation et tout, tu pouvais en avoir pour peut-être 170-180 euros. Il a combien de l'heure. en Martinique? En Martinique, Cessna 172, c'est pas en dessous de 200 euros. Ah d'accord. Ouais. Ok, parce que nous en Guadeloupe, on a des PA28 qui sont à 150 de l'heure. Et ici, après c'est des 160 chevaux. Ici, même quand je suis arrivé il y a 7 ans, c'était 170, 180 minimum sans instructeur. Donc je pensais que c'était l'inverse. Après, je sais que sur DR 400, tu pourrais trouver des avions beaucoup moins chers à 120, 130. Bon, je pense que nous qui avons été formés Voilà, sur quand t'as commencé Cessna, sur c'était à 28. Cessna, C'est un peu Tu- compliqué de ouais, dire tu- 400. Ouais. tu préfères Les joysticks, ouais. rester sur Cessna, surtout que si tu changes de type d'appareil, il faut te refaire lâcher, donc payer des heures d'instruction, C'est etc. ça, c'est ça. Donc je me suis dit non, je préfère continuer sur Cessna. Ok. En plus, je connais bien l'avion au niveau sécurité du vol. Ouais, c'est ça, si c'est j'ai ça. un pépin, je sais déjà comment un peu plus réagir, etc. Ok, parce qu'on a oublié de dire, tu as été formé sur C172, c'est... 150, 172. Ouais. Ok, voilà, en Martinique. Et ensuite, du coup, voilà, tu repars faire ton mûrissement. Mûrissement. Tu le fais où, du coup? Alors, je le fais à Logne. J'étais Ok. inscrit dans 2 aéroclubs. Donc, voilà. Et il y a aussi un autre truc qui a fait que j'ai voulu le faire en France métropolitaine, à proprement parler. C'est par rapport à l'expérience aéro que Ok. tu peux avoir en volant ici. Ok, ouais. Parce qu'en Martinique, par exemple, quand tu es perdu, tu regardes à terre, tu vois, il y a ça, je suis à tel endroit de la Martinique, etc. En France, quand tu es perdu, tous les villages quasiment se ressemblent. Donc, il faut vraiment savoir lire ta carte, etc. Et je ne voulais pas rentrer en CPL sans savoir me repérer sur une carte et tout. C'est ça. Et heureusement, parce que je me souviens que mes premiers vols ici, ça a été galère. Je me paumais. Tu me dis t'es là 5 minutes plus tard, je sais pas où je suis alors que je connais mon cap, etc. Ouais. Donc ça a été vraiment compliqué. Et heureusement que j'ai fait ça parce que sinon je pense que j'aurais pris assez cher en CPL. Après, ouais, je pense. Moi c'est la raison pour laquelle je volais tout-dessus. C'est pour la difficulté. Moi, on a été formés tous les deux aux Antilles. Ça va, on a des repères avec la mer et tout. Ouais. Ici, j'ai volé un peu à Saint-Cyr, j'ai volé un peu à Toussus avant. Ça fait 2-3 ans que j'avais arrêté de voler pour des projets. Là, j'ai repris. C'est dur, hein. C'est dur. Je suppose. Pour avoir volé à Toussus, je suppose. C'est très dur. Mais Toussus, il me disait quoi, Émeric? C'est l'épisode juste avant. C'est la 4e plateforme. Alors, je crois que je suis allé checker. C'est la 5e plateforme, je crois, en France, en termes de mouvement. Ouais. Atterrissage-décollage. Donc, c'est impressionnant. J'allais dire si petit. Non, ça reste Un deux aérodrome pistes. qui accueille que des petits avions Voilà, de c'est ça, l'aviation exact. légère. Ouais, c'est ça. Un peu d'aviation d'affaires. C'est quoi, 1200 mètres la piste? 1003, un truc comme ça. 1100, 1100. Ouais. Donc, double piste en dur, Acte de Versailles, bon, c'est quand même un terrain, s'il y a du mouvement, quoi, ça, Ouais. ça vole. Donc, super intéressant, tu fais ton mûrissement, et par la suite, tu fais ta formation. Et c'est là que tout commence. C'est là que les astuces commencent, donc écoutez bien. Comment t'as fait, du coup, à quel moment t'as arrêté ton mûrissement, et qu'est-ce que tu as pu faire pour diminuer au maximum tes heures de vol pour ensuite faire toute ta formation CPL, IR, MCC, tu l'as Ouais. déjà, ouais, MCC, UPRT, je Ouais. crois que c'est un nouveau truc, donc voilà. Alors, le mûrissement, déjà, quand t'es en aéroclub, t'es pas limité. Quand t'es en école, par exemple, tu peux pas forcément emmener qui tu veux, etc. Quand t'es en aéroclub, t'as
un peu plus de liberté, donc tu ramènes 3 amis avec toi. Si le prix de l'heure de vol, je dis n'importe quoi, si le prix de l'heure de vol est à 200 euros, vous êtes 4, chaque personne met 50 euros pour une heure de vol. Ça permet un peu déjà de diminuer les coûts. Et ensuite, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de commencer ma formation IFR avant mon CPL, puisque, enfin, un petit point réglementation, quand tu passes ton CPL, il te faut 200 heures de vol pour aller à l'examen. Et en général, les gens font CPL puis IFR. Du coup, j'ai fait IFR avant. La formation IFR, c'est environ une vingtaine d'heures. Et ces heures-là, entre guillemets, ont été comptabilisées comme du mûrissement. C'est ça. Et ça m'a... En fait, j'ai fait d'une pierre deux coups, en fait. C'est ça. En gros, moi, la discussion, elle a découlé comment ? Moi, je vais faire mon ATPL théorique. J'ai déjà annoncé plusieurs fois sur la chaîne, etc. Mais j'avais peur que après la ATPL théorique, il faut 36 mois pour valider l'examen pratique du CPL. En fait, non. Après la TPL théorique, tu gardes ses privilèges pendant 36 mois. Donc tu peux passer un IFR, voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Et donc moi j'étais parti sur l'idée de faire un CPL, mais moi j'ai une centaine d'heures de vol actuellement, et il faudrait que je fasse 80 heures de vol en 3 ans. Bon voilà, ça peut vite être cher. Et donc la fameuse astuce, c'est ton IFR, tu peux le faire quand tu veux. Je crois qu'il y a une petite contrainte au niveau des heures de vol, mais ça va, 70 heures en tant que CDB, 30 heures et 100 heures au total, me comme ça. Quelque chose comme ça. Grosso modo, donc voilà, il me resterait max 10 heures à faire. S'il me reste des heures à faire. Et du coup, ça me permet d'une part, prolonger de 7 ans les droits de la TPL théorique. Voilà. C'est ça. Et d'une autre part, les heures que je fais grâce à mon IFR rentrent dans le cadre de mon mûrissement pour passer mon CPL. Exactement. Et c'est donc la technique que toi tu as fait pour réduire tes heures de vol. C'est super. Et après, même s'il te reste encore des heures pour ton mûrissement, tu peux même les faire en IFR, ce qui peut augmenter potentiellement ton expérience IFR. Ok, parce que l'expérience IFR, c'est quelque chose qui est valorisé en compagnie, ça peut être regardé selon les compagnies. Ok, d'accord, super intéressant. Expérience IFR à prendre en compte. Ok, et ensuite, donc toi, ce que tu as fait, tu as fait l'IR-ME, donc en multi-engine. Voilà. Et après, tu as fait ton CPL sur single engine. Oui. Ok, super. Et après, tu as fait ta MCC, ton IPRT. Ouais, voilà. Le reste, ça a été classico-classique. Ok, parfait. Et actuellement, tu as combien d'heures de vol du coup ? Actuellement, j'ai un peu plus de 200 heures de vol. Ok. Donc, vraiment le strict minimum pour un pilote commercial, un CPL, c'est 200 heures. Je dois avoir peut-être 204, 206. Ok. Comment tu as financé ces heures de vol pendant toute la formation ? Alors, j'ai une très grande chance en fait. J'ai mes parents qui m'ont beaucoup supporté. Ok, super. Qui ont pu me financer ma formation. Ok. Donc ça a été en grande partie ça. Sinon après, ça m'arrivait de temps en temps, tu travailles, l'argent que tu récoltes, tu l'économises au lieu d'aller, par exemple, je dis n'importe quoi, mais tu vas en boîte, tu claques une bouteille, tu claques de l'argent dans une bouteille, tu économises cet argent-là et puis bout à bout en fait, 10 plus 10 plus 10 plus 10, au final, tu te retrouves avec 150 euros, c'est une heure de vol. Ouais, c'est ça. Et moi, je le dis souvent, dès 16 ans, on peut travailler en France, au McDo, quelque chose comme ça. Des fois, au McDo, c'est un peu compliqué de postuler. Je connais la réalité du terrain. Mais des fois, les régions, ils mettent en place des choses. Vous pouvez passer votre BAFA dès 16 ans, aussi. Être animateur pendant les vacances, juillet, août, etc. Et comme tu dis, mis bout à bout, tu le fais pendant toutes les vacances scolaires. Et tu fais juillet, août, un PPL, ça peut se payer avec une petite aide. Tu as fait ton billet avant, donc tu as des bourses. Oui, il y a aussi les bourses quand on a moins de 21 ans. Voilà, c'est ça. Tu as les bourses BIA qui peuvent aider. Donc, c'est pas négligeable. Donc, ça, ce sont les conseils vraiment qu'on donne par rapport au PPL. Par rapport au PPL, dans un premier temps, c'est vraiment finançable à petite échelle. Ensuite, prendre 1 année, 2 années sabbatiques où on travaille beaucoup. Sur une moyenne de 1500 à 2000 euros par mois. Si vous êtes pas trop belle pour être commercial, vous avez des rémunérations aux variables, donc potentiellement vous pouvez avoir plus d'argent, etc. Mis bout à bout sur 24 mois, vous accumulez du CPF aussi. Voilà, il y a ça aussi. Il y a des moyens de financer la formation, et surtout en modulaire, où tu n'es pas pressé par le temps. Voilà. Toutes les astuces là. C'est pas dans une école où on te dit faut payer ça pour telle date, etc. Là, ça. Tu peux vraiment prendre tout ton temps, étaler. La formation modulaire, c'est un peu, ce qui la qualifie. Elle est moins chère, mais elle est plus longue. Là où en formation intégrée, tu peux te former en 1 an et demi. Ça. La formation modulaire, en général, tu prends 2 ans, 3 ans, voire plus. Ok.
Ok. En termes de taf qu'on peut trouver dans l'aéronautique, je sais que toi tu es en poste actuellement. Qu'est-ce que tu fais déjà? C'est quoi le taf que tu fais? Parce que c'est super intéressant. Alors, actuellement, je suis pilote éco-radar. Ok. Donc, en fait, je travaille dans les locaux de la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour aider à la formation des contrôleurs. Donc, en fait, en fin de formation, donc, les contrôleurs que je côtoie, ce sont les contrôleurs qui sont affectés à Paris Contrôle. Donc, on est à Tis-Mons. Et quand ils arrivent à Tis, à la DGAC, ils ont des séances de simulation pour vraiment un peu se qualifier sur le site, connaître les spécificités du site, etc. Et du coup, mon travail, c'est de jouer le rôle des pilotes. Donc je suis de mon côté sur mon ordinateur et quand il donne une clairance à un avion, tel avion, vous montez à telle altitude, vous tournez à tel cap, etc. Moi sur mon ordi j'ai la liste des avions et je sélectionne l'avion et je mets lui il monte à telle altitude, il prend tel cap, etc. De façon à ce que ça se répète sur leur écran et qu'ils puissent gérer le flux de trafic. Ok, c'est-à-dire tu es le seul pilote qui gère. Tu gères plusieurs pilotes en fait. Voilà, en général on est 2 ou 3, des fois 4, mais c'est un peu plus rare. Et on se répartit, ensemble on peut avoir une vingtaine d'avions qui sont répartis entre nous et on les gère comme ça. Ok, vous avez des scénarios de panne, des scénarios... Ouais, voilà. T'as plusieurs types de simulations. T'as des simus où t'auras des pannes côté pilote, des simus découvertes pour les contrôleurs qui arrivent, donc assez tranquille pour leur montrer un peu comment ça fonctionne, etc. T'as des simus où tu as des pannes côté contrôle. T'as vraiment tous les scénarios possibles et envisageables. Ok, c'est super intéressant. Quand tu m'expliquais tout à l'heure, je pensais que chaque avion... C'était un pilote qui simulait derrière un avion. Non, on a un groupe d'avions et en fait, on gère ce groupe d'avions là. Ok, super intéressant. Comment t'as postulé? Comment t'as eu le contact Totalement par hasard. C'est un jour où je rentrais de vol en fait avec un pote. Et il me dit tiens, je reçois un message, il cherche du travail, il cherche des gens pour faire ce travail là. À l'époque je cherchais aussi du travail. Je lui dis, il me dit est-ce que tu es intéressé? Je lui dis envoie-moi les informations. Donc il m'envoie les infos et tout, il me met en contact, on m'envoie les infos, je récupère j'envoie un mail, etc. Et là j'ai un entretien et ensuite j'ai été embauché. Ok. Du coup, quel type de profil ils prennent de manière globale? En général, ils prennent plus des aspirants pilotes. Donc la plupart ce sont des pilotes qualifiés. Maintenant, des fois, tu peux avoir des pilotes qui sont en cours de qualification, en cours de formation, pardon. Et en général, c'est les deux types de profils qu'on a. Super intéressant. Tu kiffes ton taf? Oui, en vrai, oui. Ouais, ça va. Oui. Comme travail. Oui. En plus, je suis dans l'aéro, donc c'est pas négligeable. C'est ce que j'allais dire. Ça me permet, même si ça ne compte pas en termes d'heures de vol, je ne vois pas des avions, etc. Mais ça me permet quand même de travailler ma phrasio, de la maintenir. L'anglais qui est très important. Il n'y a pas un jour où je vais au travail où je ne parle pas anglais. Il y a quand même des avantages. Ok. Et puis sur un CV, pour postuler en compagnie, est-ce que ça fait toujours... Ça aide. Ok, on va faire une petite pause dans le podcast. C'est un aéro quiz. C'est à peu près les mêmes questions que d'habitude pour avoir toi ta vision de l'aviation, ce que tu préfères, etc. Et après, on va on va continuer sur d'autres thèmes. Donc l'aéro quiz, je te donne deux choix et tu me dis ce que tu préfères. Donc le premier, c'est celui qui fait débat tout le temps. Airbus ou Boeing? Alors, Boeing, mais le 320 est dans mon cœur aussi. Ok. Il n'y a que des pro Boeing sur ce podcast, alors que Airbus c'est clairement mieux. Non, pourquoi Boeing? En vrai, je pense que au départ, ça a été dès que j'ai commencé à faire des simulations, je voulais sur P3D, FSX et tout, je voulais surtout sur Boeing, donc j'ai commencé sur 737, ensuite j'ai découvert le 777, etc. Et en fait, je me suis un peu imprégné de la philosophie. Après, j'ai été curieux, je suis allé chercher comment fonctionne le 320, aller faire de la simu sur 320 et tout, mais je pense que j'ai déjà été imprégné par la philosophie Boeing. Et plus tard en fait, quand je me suis formé, j'ai un peu vu le revers des choses, etc. Je me suis rendu compte que
la philosophie Boeing... Tu préfères? Ouais, j'aime bien. Ok, c'est toujours les mêmes arguments qui arrivent, qui viennent pour Boeing, donc c'est intéressant quand même d'avoir une vision différente. Justement, moi, c'est vraiment le côté avionique, côté électronique, côté automatisé que j'adore. Voilà, chez Airbus. je respecte Oui, les pilotes Airbus, etc. Ouais. Mais du point de vue que j'ai, Ok. le point de vue extérieur, je ne suis ni qualifié Airbus, ni qualifié sûr, bien Boeing, sûr. etc. Mais tu es plus acteur, tu es plus, pas maître de ton avion, mais plus actif dans le pilotage de l'avion, alors que les Airbus, quand tu regardes, en fait, un Airbus, l'image que j'ai, avec tout ce qui est protection de vol, etc., sans entrer dans les détails, c'est que tu évolues dans un cube, en fait, où tu peux pas forcément... Enfin, tu as les limites, tu vas évoluer dans le cube, mais tu pourras pas en sortir. Certes, il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de raison d'en sortir, ouais. mais ça joue, en fait. Ouais, juste Ça dans la joue. perception de la liberté que tu as avec l'avion. Exactement. Ok, je comprends l'idée. Voler en France, enfin en Ile-de-France, ou voler aux Antilles, qu'est-ce que tu préfères? Ah, celle-là, elle est dure, hein. Celle-là, elle est très très dure. L'Île-de-France pour l'expérience. Ok. Parce que il y a deux terrains qui s'appellent Orly et Roissy, donc il faut composer avec. Il y a plein de réglementations, des zones où on peut pas rentrer, des altitudes minimales, maximales à respecter, etc. Voler aux Antilles pour la vue, Ouais. tout le côté. Je prends un avion, je vais à Sainte-Lucie passer la journée, je rentre le soir, etc. Ce côté-là, vraiment voler aux Antilles. Ok. Pendant le PPL, vous partiez à Sainte-Lucie ou pas? Pas pendant le PPL. Après, parce que il faut l'anglais. Il faut l'anglais, mais après, si t'es un instructeur qui parle anglais, tu peux quand même aller à Sainte-Lucie. Ok. Je sais que maintenant, de mon temps, ça ne se faisait pas trop. Maintenant, j'ai cru comprendre que ça se fait un peu plus. Les élèves sont un peu amenés à Sainte-Lucie, etc. Ok. T'es plutôt VFR ou IFR? IFR. IFR? Pourquoi? IFR. J'ai voulu... Je me suis dirigé vers la ligne, donc c'est assez cadré, etc. Ok. Après, le VFR, c'est bien quand il fait beau. En juillet, allez, on prend un avion, on monte au Touquet, etc. Mais sinon, IFR, Ok. Ouais. Ok. Plutôt IFR. Et pour finir, t'es plutôt multi-engine ou single engine? Il y a un débat là-dessus, hein. Multi, pourquoi? Je crois que je sais déjà. Si le moteur lâche, Voilà. t'as l'autre moteur. Si le moteur lâche, t'as l'autre moteur. Mais quelle est la probabilité qu'un moteur lâche? Alors, elle est quand même assez élevée quand tu regardes. Assez élevée. Elle est présente, la Elle est probabilité. présente, oui. Mais élevée, je dirais pas. Je ne saurais pas vraiment te Alors, la j'ai pas les stats, hein. quantifier. J'avoue, j'ai pas les stats. Je C'est saurais vrai pas qu'on la aille, quantifier, chercher mais les stats, ouais. c'est quelque chose que je considère. Ouais. Quand je pars en vol, ok, au décollage, s'il y a une panne moteur, il faut que... Si je suis à telle altitude, je sais que je peux aller à tel endroit. Si j'ai une panne moteur, si je suis à telle altitude, je peux prendre cet endroit-là, etc. Ouais. Même à l'atterrissage et tout, Ouais. Multi-engine, c'est vrai que t'as un peu moins ce problème. Ouais, t'as un peu moins ce problème. En général, dans les briefings ME, ok, s'il y a une panne, on va tout droit, on monte à l'altitude de sécu, ensuite on traite la panne, etc. Tu es un peu moins dans le rush, en fait. Single engine, c'est vrai qu'il faut... Voilà, single engine, le moteur il te lâche, Ouais. t'as plus le choix. T'as Tu sais plus le qu'il y choix, a tu rends. Notre président d'Aéroclub, alors franchement, j'aimerais l'avoir un jour sur le podcast. Je sais plus s'il est toujours président de l'Aéroclub, mais en Guadeloupe, aux îles Guadeloupéennes. Il a connu un amérissage. Tu sais, entre Antigua et Nord-Grande-Terre en Guadeloupe. Et pas de moteur, il venait d'acheter l'avion. Il venait tout juste d'acheter l'avion à Saint-Barthélemy. Pas de moteur. Ouais. Pas de moteur à 7000 pieds. Il descend entre Antigua et travers. Enfin, il y a des ratés moteurs d'abord. Après, le moteur, il lâche. Ils amérissent. Ils sont sur un canot et ils attendent. Ça, c'est vraiment la hantise, je pense, de tout pilote qui vole dans la Caraïbe. Mais c'est incroyable. Et il y a du courant. Et ils me disent qu'ils essaient. Et ils me disent qu'au tout début, ils voient l'hélicoptère de la sécurité civile qui passe sur eux et devant eux et qui ne les voit pas. Ils attendent 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le soleil se couche. Ils se disent là, c'est bon, on va mourir. Parce qu'il faut savoir qu'au moment où le soleil se couche, c'est bon. Ouais. On va plus te retrouver. C'est fini. Au dernier moment, il repasse l'hélicoptère et il les voit. Incroyable. Et il nous raconte ça. C'est impressionnant. Il nous raconte ça et vraiment, avoir toutes les anecdotes, tous les micro-détails, ça peut être vraiment intéressant.
Ouais, c'est vrai que Amérir, c'est pas le truc le plus drôle. Je pense que tout pilote redoute un amérissage. Ouais, franchement, l'amérissage. Encore l'atterrissage en race campagne, tu te dis, bon, tu gères le bon champ de canne, le Voilà, bon champ de blé ici, tu vas pas mourir. Enfin, Non seulement tu vas pas mourir, mais tu sais que tu peux quand même après évoluer. Enfin, au pire, par exemple, tu peux dormir. Moi, Ouais, pour l'anecdote, c'est quand ça. je pars en vol, Ok. j'ai toujours mon matériel de survie. Donc j'ai Ah une ouais. couverture, un couteau, etc. Non. Donc tu sais que tu peux te tu parles d'un débrouiller. couteau en vol. Ouais. C'est légal tout ça? Ben, c'est justifiable. Après, Ouais, c'est par vrai. exemple, tu as un atterrissage t'as un atterrissage forcé, t'es coincé, faut bien pouvoir couper la ceinture, C'est vrai, j'ai etc. jamais Donc pensé. oui, j'ai toujours un petit kit de Wow. survie. Mais quand t'es en mer, ben t'es un peu plus limité, t'as Purée. pas autant de possibilités. Wow. Je suis en train de prendre conscience de certaines choses là. Bah, le couteau. Parce que nous, on passe quand même à la. Alors, la zone, elle était déclassée au Résé, mais tu sais, l'aviation civile, l'aviation générale plutôt avant, on était obligé de passer par. Les Pantiques. Ouais, voilà, par les Ouais. portiques, etc. Je pense pas que le couteau passe. Hein. Alors je sais pas. Pas sûr. Aux Antilles, je sais pas. Pas sûr. Ouais, ici. Mais ici, enfin. Ici, ça passe. ouais, Mais ça t'as une passe. portée. Oui, t'as voilà. tu sais que ça m'a choqué la première fois. J'étais vraiment choqué. T'as une porte. Et littéralement, tu passes de l'aéroclub au hangar. Et après, tu prends ton avion, tu pars. Ouais, voilà. Non, nous, faut quand même qu'on fasse un petit tour. Ok, super intéressant. Du coup, là, tu travailles en ce moment. Ouais, je pense pour assurer la vie, pour faire payer des heures de vol, etc. C'est quoi l'objectif? C'est les compagnies aériennes? C'est de faire le aérienne, FI? C'est quoi? Compagnie aérienne Ok. initialement. Ok. Et pourquoi pas si ça tarde trop l'intégration en compagnie, éventuellement faire un FI en attendant, histoire de recommencer à voler Ok. de façon régulière Ok. et à moindre frais. Entre guillemets. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est au niveau de l'expérience. Le FI, c'est quand même 10 000 euros à mettre. Ouais. C'est quand même 10 000 euros. Comment ça se passe actuellement les sélections en compagnie aérienne? Ben là, en fait, c'est un peu le mur auquel est heurté tout jeune pilote. Ok. T'envoies les dossiers et t'attends en fait d'être Ok. rappelé, mais ça peut prendre énormément de temps. Ok. Comme ça peut aller très vite. Ok. Enfin, il y a des gens, 3 semaines après, ils avaient déjà passé leur première select, 2 mois après, ils savaient qu'ils allaient dans telle compagnie ou Ok. telle compagnie. T'as d'autres personnes que je connais où ça a vraiment pris du temps. Il y a des gens, je sais, qu'ils ont attendu plus de 2 ans après la fin de leur formation. Donc, il y a vraiment un facteur chance qui Ok. rentre en jeu. Ok, t'as fini ta formation quand? Et alors, j'ai fini ma formation, on va dire, le 1er septembre, avec la fin de la MCC, Ok. même si l'UPRT, qui a un petit module, entre guillemets, complémentaire, je l'ai passé en novembre, mais vraiment la fin, Ok. c'est au 1er septembre. 1er septembre 2023. Ouais. Ok. Combien de sélections t'as pu faire déjà à peu près? Là, je dirais que j'ai déjà pu passer 3-4 sélections Ok. où j'ai pas été pris. Que ce soit sur le dossier, que ce soit par mes performances Ok. ou tests, puisque en général tu as des tests psychotechniques en première partie, et ensuite tu es appelé à la suite de ça si tu as donné de bons résultats pour des épreuves de groupe, des séances de simulateur pour voir comment tu pilotes, tu te Ok. débrouilles, etc. Ok, d'accord. Ok, super intéressant. On va focus un peu sur le déroulé des entretiens. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Et je sais qu'il y a aussi un business un peu derrière ça où il y a pas mal d'écoles de pilotage qui proposent des formations au SELEC. Pas forcément les écoles de pilotage, plus des indépendants de ce que Ok, je vois. ok, d'accord. Ce sont plus des indépendants. Mais après, honnêtement, c'est pas quelque chose sur lequel je me suis penché pour le moment. Enfin, je travaille. Ouais. Peut-être que je fais le mauvais choix. Ok. Je sais pas. Enfin, Ok. pour le moment, je suis encore sur le marché de l'emploi. Ok. Mais c'est quelque chose sur lequel je me penche pas. Je préfère m'entraîner de mon côté, etc. De nos jours, il y a plein d'outils C'est ça, disponibles, bien plein sûr. de sites où tu peux t'entraîner, ne serait-ce que pour les tests psychotechniques. Ouais. Donc, t'as certains sites qui sont quand même gratuits. Mhm. Pilot Test pour ne Ouais. pas le citer, Ouais. mais je pense que tous les pilotes qui sont Je le connais, bien sûr. en fin de formation le connaissent. Bien sûr. Donc, ça aide pas mal. Ok. Du coup, t'as les tests psychotechniques, comme tu disais. Ouais. T'as les entretiens de groupe, t'as de l'entretien d'anglais aussi, potentiellement. Pas forcément, parce que Ok. dans la plupart des compagnies, les épreuves, en fait, toutes les épreuves se font en anglais.
Ok. Donc, Ouais. sélection naturelle au Ouais, pire. ok, d'accord, ok. Mais oui, enfin, les épreuves de groupe, par exemple, des fois, tu peux, enfin, nous sommes des Européens, donc tu peux avoir un Français, tu peux avoir un Espagnol, tu peux avoir Ok. un Turc, etc. Et du coup, toutes les épreuves se font en anglais. En anglais, automatiquement. C'est intéressant. Super intéressant. Et du coup, en termes de compagnie, tu postules plutôt aux compagnies françaises ou tu postules à l'international? Alors, la seule limite que je me suis donnée, c'est que je veux rester en Europe. Ok. Donc, je sais qu'il y en a qui font le choix de partir soit au Canada, aux États-Unis, en Asie, etc. Ok. Moi, je veux quand même, pour des raisons personnelles, rester en Europe. Ok. Donc, je me limite à cette zone géographique-là. Mais maintenant, quelle que soit la compagnie, dès que je vois qu'ils recrutent, j'envoie un dossier. Ok. Ok. Quand tu veux dire Europe, c'est de manière géographique, c'est-à-dire où c'est les Antilles. Si c'est les Antilles, tu vas pas? Si c'est les Antilles, j'y réfléchirai, pourquoi pas. Mais en fait, ce sera pas ma priorité, on va dire. Et Polynésie, je sais qu'il y a un pote qui est rentré en Polynésie en compagnie. Ce serait compliqué aussi. C'est loin, c'est super loin. Il y a aussi ma famille qui est aux Antilles. Ok, ouais. Donc c'est vrai que quand j'en connais qui l'ont fait, qui sont partis de l'autre côté, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, etc. Ouais. Mais après, faut trouver le juste milieu parce que quand tu es là, retourner voir ta famille, ça coûte super cher puisqu'il faut traverser la moitié du globe pour retourner ne serait-ce qu'à Paris, ensuite retourner aux Antilles. Ça prend un jour. Ouais, c'est vraiment quelque chose auquel il faut réfléchir. C'est clair. Non, c'est clair. Non, mais c'est intéressant que tu donnes cette limite et que tu cherches dans cette limite-là. Et après, franchement, je pense qu'en multipliant les CV, en multipliant les sélections, au bout d'un moment, comme tu dis, il y a un facteur chance, donc c'est super intéressant. Et tu comptes faire une QT ou pas? QT sèche, non. Ok. Puisque quand tu as fini ta formation, avant de piloter par exemple un 320 ou un 737, tu dois te qualifier dessus. Okay, ouais. Et, soit tu as deux options, soit tu réussis une sélection compagnie et tu te qualifies avec la compagnie, par le biais de la compagnie sur l'avion, soit tu paies ta propre qualification et ensuite tu postules, mais en fait tu postules en étant qualifié sur l'avion. Mais donc ça c'est la QT sèche. La QT sèche actuellement, c'est pas une option que j'envisage. Ok. Donc dans le cas où la compagnie te prend et te dit ok, tu vas voler sur 320 ou sur 737, je préfère. Si tu voles sur 737, c'est quand même à toi de payer ta QT. Ça dépend des compagnies. Ok. T'as des compagnies qui vont te la payer. En général, t'as 3 scénarios. Soit la compagnie va te la payer. Soit la compagnie va, entre guillemets, t'avancer les frais, mais tu seras engagé avec elle et elle va la déduire de ton salaire. Donc tous les mois, elle te prélève une petite somme et quand tu as, entre guillemets, remboursé ton crédit, tu as l'intégralité de ton salaire. Ou soit tu payes ta QT. En général, c'est quoi les compagnies? En début, je dirais plutôt que tu payes ta QT. En général, tu as des compagnies qui peuvent t'aider à payer la QT. Ils sont contents quand tu payes ta QT, je pense. Je sais pas comment ça fonctionne, je sais pas si je pense que ça leur fait, elles profitent quand même un peu, mais la plupart des compagnies pour les pilotes niveau cadet, donc en sortie d'école, on est plus amené à payer notre QT. Mais sous contrat entre guillemets que tu rentres après dedans dans la compagnie. Et la QT sèche, t'as aucune idée de si tu rentres. Aucune idée. Si ça se trouve, je fais une QT sèche sur la 320 et finalement une compagnie 737 m'appelle m'appelle sur 737. Donc je suis obligé de repayer dans le pire des cas une QT sur 737. La QT sur 320, je vais pas l'utiliser, etc. Donc c'est trop aléatoire vu le prix que coûte une qualification pour te dire allez, avec de la chance on peut on peut envisager. C'est vrai qu'il y a pas mal de pilotes anti-guyanais qui font la QT ATR parce qu'ils veulent rentrer dans les compagnies locales ou en Polynésie ou Nouvelle-Calédonie. Donc là, tu sais que tu as un peu plus de probabilité de voler sur ATR. Mais c'est vrai que sur le marché européen, on a plusieurs types d'avions. En termes de moyens de coût, on a du 320 et du 737 en manière globale. Donc, tu peux vite te tromper en fait. Tu peux vite te tromper. C'est une erreur à 30 000 balles, 35 000 balles, c'est combien? En général, c'est l'ordre de prix. Donc, ça fait un peu cher l'erreur. Donc, pas de QT pour l'instant. Toi, ce serait quoi l'idéal pour toi, là, tout de suite, pour le futur pour on va dire les 6-7 prochains mois, 6 mois? Honnêtement, trouver une compagnie, peu importe la compagnie en Europe. Mais en fait, sur le court terme, je vois ça en trois
3 parties. Première partie, je trouve une compagnie. Donc, peu importe la compagnie, une fois que j'ai trouvé la compagnie, je cherche à faire monter mes heures, etc. Et ensuite, je cherche à rentrer en France. La finalité, c'est quand même un peu de me retrouver en France, peu importe la ville et tout. Mais au début, pourquoi pas. Et en France, ou toute autre compagnie française, ou même avec une base en France. Mais au début, faire les heures, même s'il faut que je parte à l'autre bout de l'Europe, par exemple, je n'ai pas autre quoi, mais en Norvège, en Estonie ou autre, je suis prêt. Ok, super. Au moins, t'es mobile, t'es prêt à bouger, ça c'est super intéressant. Aujourd'hui, via ton parcours, les nombreuses choses que tu as pu faire, donc BIA, PPL, ADPL, CVL, IAME, là ton taf de pilote éco-radar, quel conseil tu donnes, que tu donnerais aux plus jeunes qui veulent se lancer, qui ne savent pas, qui hésitent, qui pensent que c'est dur, c'est le cas, mais voilà, qui ont cette croyance-là, qui pensent que c'est cher, encore une fois c'est cher, mais voilà, et qui ne savent pas au final. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Je leur dirais, premièrement, de vraiment s'informer, de vraiment ne pas... aller vers les gens qui ont fait des formations, etc. Pour avoir le ressenti, les pièges à éviter, etc. Ensuite, je dirais aussi de vraiment se renseigner sur les aides parce qu'il y a plein d'aides, on n'en parle pas forcément. Même moi, j'ai été victime. Après ma formation, j'ai appris qu'il y avait telle ou telle aide, etc. Des fois, tu as des bourses, des fois, tu as des aides de Pôle emploi. J'ai des potes qui se sont fait payer leur CPL avec Pôle emploi, etc. Et ça, j'étais pas forcément au courant. Donc, vraiment prendre le maximum d'expérience que vous pouvez à droite, à gauche pour vous faire un avis vraiment global sur la situation. Et ensuite, ne pas hésiter à se lancer. Parce que la plupart du temps, on se dit, oui, il y a ça, oui, je veux faire ça, mais allez, c'est pas grave, je ferai ça, je vais commencer après, j'ai d'autres choses, etc. Mais en fait, à force de procrastiner comme ça, de reporter, on laisse passer l'opportunité. Surtout que l'aviation, c'est un monde où c'est cyclique. Exactement. Là, j'ai fini ma formation. Heureusement, je suis dans une période où ça recrute pas mal, mais qui sait de quoi demain faire. Regarde, avant le Covid, ça recrutait pas mal. Le Covid est arrivé, tous les recrutements étaient gelés. Il y a plein de personnes qui se sont retrouvées à emprunter pour être en compagnie. Ils ont eu la réponse de la compagnie, j'en connais, c'est bon, vous êtes pris, vous pouvez financer la QT, etc. Ok, ils font le prêt, le Covid est arrivé, c'est bon, plus de nouvelles de la compagnie. T'as plein de gens qui se sont retrouvés comme ça. Donc c'est vraiment cyclique, quand ça recrute. On ne sait pas, on sait que ça va arrêter de recruter à un moment, on ne sait pas quand. Et pareil dans le sens inverse, quand ça arrête de recruter, on sait que ça va reprendre, mais on ne sait pas quand. Donc faut profiter de la vague. Ok, moi je trouve que les conseils sont incroyables. Lancez-vous, première chose. Si c'est par un BIA que vous devez commencez par le BIA. Oui, voilà. Même quand vous passez le PPL, même si c'est 1 heure, 2 heures de vol que vous faites dans le mois, mais c'est toujours ça de prix. Vous faites 2 heures de vol dans le mois, votre PPL, vous devez avoir 45 heures, vous faites 2 heures, il ne vous manque plus que 43 heures. Donc chaque personne avance à sa vitesse. T'en as qui vont le faire en 3 mois, t'en as qui vont le faire en 2 ans. Chaque personne avance à sa vitesse et il n'y a pas de honte de prendre plus ou moins de temps pour faire ceci ou cela. Non, je suis tout à fait d'accord. Non, c'est des mots qui résonnent vraiment, je pense, avec l'audience. D'ailleurs, un truc super important qu'on a oublié de dire, c'est que Willem aussi est créateur de contenu sur l'aviation, sur TikTok et sur Instagram. Donc on mettra les 2 réseaux plutôt que TikTok. On verra. On peut mettre les deux. Il y a souvent des gens qui viennent me contacter sur Instagram pour savoir comment ça se passe, etc. Donc oui, TikTok. Mon Instagram est plus orienté personnel. Mais j'accepte d'y répondre aux gens qui ont des questions. Mais si vous voulez vraiment du contenu aéro, un peu humoristique et tout, je recommande TikTok. Voilà, je mettrai les 2 dans la description déjà. Ensuite, je mettrai une petite bannière. Et puis, n'hésitez pas à les suivre. Les 2 sont super intéressantes. Merci. Pas mal de conseils, comme ils viennent de donner. Moi, je reçois beaucoup de messages pour me demander pour le PPL, etc. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment lancez-vous. Aussi, question que je reçois, je connais la réponse, mais je te la pose comme ça, c'est clair. Je vois que tu portes des lunettes. Est-ce qu'on peut être pilote en portant des lunettes ? Oui. Oui, les gars, oui. En fait, tu as juste tous les ans, tu as une visite médicale.
Donc la première fois que tu l'as fait, on regarde vraiment tout. Donc la vue, l'ouïe, ton souffle, ton cardio, et on regarde vraiment tout. Et ensuite, tu as des visites un peu plus light où on refait la vue, des analyses d'urine, des fois tu as des prises de sang. Enfin, tu es vraiment passé au crible. Mais oui, les lunettes ne sont pas un frein en fait pour faire pilote. Du moment où tu as ta visite médicale, que tu portes des lunettes, que tu n'en portes pas, du moment où tu es apte, tu peux être pilote. Et puis, j'ai vu énormément de pilotes avec des lunettes. Enfin, je sais pas d'où cette question. Oui. Alors, pour être pilote de chasse, c'est une autre histoire. Voilà. Mais débat. En aviation civile, il n'y a pas de problème. Voilà. Et je crois que la règle, c'est dès que c'est corrigible. Alors, je me suis pas penché sur la réglementation, mais il me semble, à vraiment prendre avec des pincettes, il faut que tu aies un minimum quand la vue est corrigée. Voilà, c'est même pas quand la vue n'est pas corrigée, est-ce que tu dois voir bien ou pas, il faut juste que ta vue soit corrigible. Et je crois qu'il y a une autre petite particularité, c'est il y a certaines maladies de l'œil où c'est pas possible parce que par exemple si t'es daltonien, par exemple, ce sera malheureusement pas possible. Ouais, c'est ça. Mais après, tu pourras pas devenir pilote de ligne, mais tu peux quand même être pilote privé. Tu auras juste certaines restrictions. Par exemple, tu ne peux voler qu'avec un instructeur, etc. Ah bon? Ouais, tu peux avoir des restrictions comme ça où tu es obligé d'avoir un instructeur pour voler. Non, je savais pas. Mais tu peux quand même voler en fait. Moi, j'avais un pote, il avait une maladie de l'œil, je sais plus c'était laquelle, je crois que c'était daltonisme, quelque chose comme ça. Il pouvait pas voler de nuit. Mais vous pouvez faire son PPL de jour. Voilà, exactement. Ouais, ça c'est une des restrictions parce que il y a les Navlight qui ont deux couleurs différentes et il faut savoir les différencier même en termes de couleur globale. Mais il pouvait voler de jour, c'était de nuit qu'il pouvait pas trop. Donc oui, vous pouvez être pilote même si vous portez des lunettes. Je ressens vraiment beaucoup. Oui, ok. C'est parce que j'ai fait un TikTok où j'ai rigolé aussi. Je sais pas si t'as vu. En gros, maintenant je porte des lunettes, mais depuis peu. Et je suis allé chez l'opticien. Et j'ai fait une blague en mode vous ne serez jamais pilote si vous portez des lunettes. Et après j'ai fait une transition et j'ai mis des lunettes en mode et tout le monde a pris le truc au premier degré. Et je me suis limite fait insulter dans l'équateur. J'ai dit les gars, c'était une blague. Vous pouvez être pilote avec des lunettes. Oui, c'est totalement possible. Et pour la petite anecdote, j'ai passé ma visite médicale avant de me lancer dans les études, histoire d'être sûr que j'étais apte parce que c'était vraiment une grosse question pendant toute mon adolescence niveau orientation. Oui, je veux faire pilote, mais est-ce que au niveau de la vue ça passe et tout. Et du coup, en discutant avec mes parents, ils m'ont dit on va faire la visite. Du coup, je suis parti aux Antilles. C'est une visite qui se fait en Guadeloupe. J'ai fait la visite. Quand j'ai vu que j'étais apte, je me suis dit ok, c'est bon, je peux me lancer, je peux investir dans la formation. Elle coûte combien déjà cette visite? Faut que je la fasse. Alors l'admission, la visite initiale, faut compter une bonne 500 d'euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ensuite les renouvellements, c'est un peu moins cher. Faut compter moitié moins. Ok, ouais, ça va. Bon, dans l'aéronautique, tout est cher. Tout est cher. Donc quand on compte du 500, tu te dis ok, ça va. En vrai, ça va. Un dernier mot pour les passionnés, qu'est-ce que tu dirais à l'audience aujourd'hui? Donc il y a déjà des conseils qui résonnent, de très bons conseils. Déjà, lancez-vous, ayez confiance en vous. Des petites astuces sur les heures de vol. D'abord faire l'IRME et ensuite le CPL. Perso, c'est un conseil que je vais suivre. Mais qu'est-ce que tu dirais de manière plus large? Ou peut-être une citation pour finir. Des fois, ça peut être une citation dans le milieu de l'aéronautique que tu connais et que tu veux faire découvrir à l'audience. Alors, je vais donner deux trucs. Il y a une première citation que j'ai vue, c'est de Henry Ford, et quand je l'ai vue, je l'ai adoré. C'est quand tout va contre vous, souvenez-vous qu'un avion décolle face au vent. Ouais, magnifique celle-là. Donc voilà, je vous laisse méditer dessus. Et la deuxième chose que je vous dirais, c'est que vous avez une passion. Ne laissez pas les gens vous dicter ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. Moi, j'étais en prépa, je me souviens, c'était dur. Et je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tu veux faire quoi dans la vie? Je lui ai dit je veux être pilote. Et la personne m'a dit je te trouve très prétentieux pour vouloir être pilote. Et en fait j'ai gardé ça et ça a été mon carburant en fait. Ouais. Je me suis donné les moyens. Aujourd'hui je suis pilote. Donc même si les gens vous disent non, ne fais pas ça, croyez en vous. Si vous savez que vous êtes capable, vous allez y arriver. Wow, je crois qu'on l'a tous eu, cette personne qui nous a dit qu'on est prétentieux. Moi, c'était ma prof de français, j'en ai parlé, je crois, dans les podcasts. Ma prof de français de 4e. Elle a écrit sur le bulletin. Il faut vraiment que je sorte ce bulletin, que je le montre à tout le monde, pour vous montrer à quel point les gens peuvent parler
Et au final, il faut pas que ça rentre dans votre tête. Ouais. Non, Donc. enfin, ne laissez pas les gens vous dire quoi faire. Vivez Exactement. votre passion et ça se passera bien. Ben les gars, c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait cet épisode. Merci à toi. Peut-être quand tu seras en compagnie, on en fera un autre, hein, où Avec tu nous raconteras plaisir. toutes les anecdotes. Parce que je pense que le monde de la compagnie, c'est aussi un autre monde. C'est un autre monde, Je oui. pense que c'est un autre monde. J'ai déjà eu l'occasion de parler avec des gens qui sont en compagnie. Et je pense que c'est un autre monde. Je pense que c'est vraiment super cool. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker. Donc Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, vous pouvez écouter le podcast partout. Donc n'hésitez pas. Et puis c'était un vrai plaisir de faire cette interview avec toi, Willem. Merci à toi. Merci beaucoup. Allez, ciao. Ciao.